Avant de découvrir cette interview réalisée pour les Échos de Forbach, il est important de rappeler que l'histoire d'une ville ne se résume pas aux dates, ni aux livres ou aux archives, elle se raconte aussi à travers les souvenirs de celles et ceux qui l'ont vécue. Dans cette rencontre, Helga Oswald et Armand Anton nous racontent une partie de l'histoire de Forbach et plus particulièrement celle du quartier de Marino. À travers leurs souvenirs et leurs récits, nous allons découvrir ce qu'était la vie dans ce quartier avant la guerre, pendant les années de conflit, puis après la guerre au moment où Forbach devait se reconstruire et retrouver une vie normale. Helga nous livre également des fragments de sa propre mémoire, des souvenirs d'enfance, des scènes de vie quotidienne, des moments parfois difficiles, mais aussi ces petits détails qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre ce qu'ont vécu les habitants de Forbach pendant la guerre. Certains souvenirs peuvent être personnels, parfois difficiles, mais ils constituent cependant une pièce importante de notre mémoire collective, parce que les témoins disparaissent peu à peu, recueillir leurs paroles aujourd'hui, c'est permettre à ces souvenirs de continuer à vivre et d'être transmis aux générations futures. Voici un pan de l'histoire de Forbach raconté par ceux qui l'ont vécu. Bienvenue dans les Échos de Forbach. Oui, ce que je me rappelle encore, après, quand ça a commencé, quand les Allemands reculaient, alors c'était vers 1943 après, tu voyais, et quand on allait dans les cars, là tu commençais à voir les Allemands qui reculaient sûrement de la France, moi j'étais encore petit, c'est là que tu les voyais en camion qui partaient vers l'Allemagne, oui. Et tu entendais les sirènes que c'était 1h dans l'après-midi, nous c'est pour ça, nous tout de suite dans le bunker, mais tu les et tu les entendais passer, c'était des drôles de... On vivait dans une tension. Oui, tu es toujours sur le qui-vive. Oui, vous n'avez pas l'habitude en plus d'entendre des avions. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, comme on avait déjà peur, un avait peur de l'autre, nous, on savait déjà, fais attention à ce que tu dis. Et ils avaient des grands, partout les Allemands, des grands comment on dit, mais des placards qui étaient où il y avait une grosse tête de bonhomme avec un chapeau comme les pirates et avec un truc noir sur les yeux comme dans le temps quand tu perdais un œil, je sais pas comment on appelle ça. Et en dessous, pirate, et en dessous, tout grand, c'était marqué Achtung, der Feind hört mit. L'ennemi attention, l'ennemi écoute. Ça veut dire, der Feind hört mit. C'est ça qui foutait la peur aux gens, c'est que la peur qui fait la force, ça si vous voulez bien. Et c'était ça, c'était partout, c'était marqué, tu les voyais dans les écoles, dans les immeubles, les mairies, dans tous les grands magasins, ça envoyait partout. Ça, je me rappelle encore, c'était un chapeau noir, le côté revers là était levé, l'autre, comme les pirates, pareil. Et puis ça donnait une tension de mais tu étais toujours sur le qui-vive, tu étais toujours sous pression. Tu savais pas, même en étant gosse, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Parce que quand il y avait encore les alarmes, c'était vers les 42, début 43, quand il y avait l'alarme. Maintenant, on allait encore à l'école, on pensait comme ça en tant que gosse. Quand l'alarme s'arrêtait avant minuit, on avait classe. L'alarme s'arrêtait après minuit, on n'avait pas classe. D'accord. Alors tu penses, on est en gosse, malgré la peur, on a dit, on a quelle heure qu'il est minuit, juste pour dire comme tu réagis, quand même d'un côté, gamin, si c'est après minuit, tu n'as pas besoin d'aller en classe. Et malgré tout, d'un autre côté, tu avais la frousse comme il faut, tu avais vraiment peur. Et puis les dernières, en 43, début 43, on n'avait plus classe la moitié du temps. Sûrement, ça commençait déjà à... Ça commence à devenir brûlant tout doucement. Mais les écoles, on devait aller avec l'instituteur ou l'institutrice, parce que dans le temps, Marino n'était pas, quand je parle maintenant de ce que j'ai de Marino, dans les patelins chez nous, c'était pareil. Il y avait 3-4 classes ensemble, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gosses. C'était l'école du centre, je pense, non? Ça, c'était Forbach. Et moi, j'allais à l'école là en face. Là, il y avait une école là, juste en face. Tu montes en sortant. Moi, j'allais là-dedans. Et puis... ils nous prenaient, il fallait aller en forêt, chacun devait ramener un petit panier, ramasser de la tisane pour les soldats qui étaient en russe pour les soldats, c'était pour les soldats au front. C'est là que j'ai appris à connaître les plantes dans la forêt qui étaient faits pour tisane et pour tout ça. Alors, les anciens ils avaient connaissance de tout ce qui pouvait se consommer de la forêt. Bien sûr. Alors on n'avait pas classe, mais il fallait aller. C'était pour ils ont dit für die Soldaten in Russland. Pour les soldats en Russie. Ça commençait déjà tout doucement dans ces trucs-là. Pour les soldats en Russie. Puis à la langue, puis après ça se dégradait de plus. Et puis après,
on entendait les grenades. Nous, c'est pas tellement les bombes. En dernier temps, c'était plutôt Saarbrück vers l'Allemagne. Et on voyait quand on les entendait, ben c'était la nuit plutôt, pas dans la journée, mais c'était plutôt. Ils jetaient je sais pas ce qu'ils avaient, des petits trucs. Nous, on appelait ça des sapins. Vu d'en bas, c'était des petits sapins. Et c'était sûrement des trucs de lumière. Et on savait maintenant, ils vont bombarder. Ils vont bombarder Saarbrück. Et ils ont bombardé Saarbrück avec des bombes à feu. Hein. On a entendu crier les gosses, des filles, on a entendu crier la nuit des bombes à Saarbrück. Quand on entendait crier maman, maman, et les mamans, on entendait crier les gens de peur et de mal et de peur, on les entendait la nuit. Ça marque, ça c'était des trucs que tu oublies. Dans l'association, à Frémin-Merlebach, on a des photos où il y a des avions allemands qui passaient par là. Donc il y en a un parfois seul, ils appelaient ça le Aufklärer. C'était l'éclaireur, Et après, on a une photo aussi où les Allemands, ils ont bombardé la gare de Bénin. Et ça devait être en 1944 ou un truc comme ça. Ils cherchaient plutôt les lignes comme la ligne de chemin de fer. Ils bombardaient. Et puis les gares, c'était ça. Moi, je me rappelle, il y avait une fois un bombardement, c'était allégé, si tu veux dire, qu'ils ont bombardé 2 ou 3 bombes là sur le chemin de fer là la ligne elle est pas loin. Et puis nous on habitait la maison, si jamais tu t'amuses, on habitait au premier en haut au lit, et mon père nous a mis, ma mère et moi, entre les deux, il était soldat français, entre les 2 pièces. Alors je lui ai dit, pourquoi tu nous mets entre les 2 pièces? Mais elle a dit, si le plafond c'est quelque chose et le plafond tombe, il tombe droit, alors vous avez plus de chances de vous en sortir parce que dans les autres maisons les murs étaient comme ça, c'était plus comme maintenant. Et j'avais toujours peur de l'orage. Et mon père m'a dit la fois là, tu vois, l'orage n'est rien contre ça. Et depuis là, j'avais plus peur de l'orage. C'est des trucs qui te restent. Et ça te reste. Ça reste en mémoire. Et puis là, j'avais plus peur de l'orage. Ça reste. Et après, ça s'est dégradé. Maintenant, je sais plus, c'était fin. Mon parent, il est encore mort, il était paralysé au mois de septembre, je sais, à Emmaschweiler, ça c'est à côté, si vous savez, ça vous connaissez, Emmaschweiler. Okay? Et puis mes grands-parents habitaient là-bas. D'accord. Et mon parent, il était paralysé, mais il est mort, et je sais on l'a encore enterré au mois de septembre. Alors tous étaient encore à peu près normal. Mais vers la fin septembre, début octobre ou octobre, ça commençait à se dégrader. Alors on commençait déjà à aller dans les caves, les gens. Après on a vu plus de soldats revenir et tout. Et puis on était encore en haut, mais après il y avait les grenades et puis on n'était plus sûr en haut. Et puis mon père a dit, on va s'installer en bas dans la cave. Alors tout le monde après, je veux dire maintenant, ça s'étire et je ne veux pas dire à des semaines, mais fin octobre, début novembre, tout le monde était dans la cave, on ne voyait plus personne et on voyait de plus en plus de soldats et de plus en plus, on voyait que même les soldats entre eux, on voyait que ça se dégradait, que c'était le chaos, c'était plus... C'était en 1944 ça Ça c'était... peut-être début 44, fin 43, 44. Alors tout le monde était chez soi dans les caves, on se démerdait chacun comme elle pouvait, et nous aussi. Et dans la maison, si tu montes, les 2 fenêtres devant, la première c'était la buanderie, et la deuxième fenêtre à côté, c'était où il y avait le charbon, parce que c'était miné, le charbon, le bois et des trucs. Et derrière, dans le Hintertron, il y avait encore une fois 2 pièces, c'était les caves où on mettait les réserves, les pommes de terre. Dans le temps, tout le monde avait des réserves. Et là, mon père nous a installé des lits comme ça, parce que c'est vrai, il savait se démerder. On avait un cochon, on avait des poules, on avait des lapins. Nous, on n'avait pas faim, on ne mourait pas de faim. Le matin, se faisait des œufs avec du jambon, parce qu'on avait le cochon encore tué. Mais tout ça, c'était toujours en cachette. Mais entre-temps, alors, le 6 décembre, on a vu, enfin, pas moi, parce que nous, on était petits, les adultes, mon père et tout le monde ici, les hommes, on a vu le premier pont, ça, au cimetière à Emmaschweiler. Vous vous rendez compte? Premier blindé. Les blindés. Et à Morsbach. Et nous, on a dû attendre jusqu'au début mai. Alors, je ne vous dis pas. Enfin, nous, on n'était plus là, juste pour commencer après comment c'était. Après, on est descendu dans la cave. Nous, on était bien installés. Et tout d'un coup, il y a 2 officiers après qui sont venus. Ils ont, comment je veux dire, ils ont vu de la place. Alors, cette place était pour eux. Je ne sais pas le nom, comment on dit. Nous, on était derrière, mais eux, c'était pour eux. Il a installé, c'était toujours
3 ou 4 bonhommes, sûrement. Et puis je crois... Allemands. Oui, des Allemands. Des simples soldats allemands. Et je crois leur quartier général a dû être à Klarenthal ou à Gerschweiler. Et puis ça, c'est pas loin, parce que si vous passez les prés à pied, ça, c'est pas loin. Juste pour vous dire. Et ces soldats-là, qui étaient là les premiers temps, c'était déjà tous des soldats qui étaient près de la quarantaine et même déjà plus. On voyait déjà que ces soldats, ils en avaient marre. Ils ont dit, entre nous, ils ont vu après mon père que nous, on n'était pas allemands, qu'on n'était pas Hitler à la langue. Parce que même eux, ils n'avaient plus confiance entre eux. Vu déjà les officiers. Ça commençait à se gâter. Ça commençait franchement à se gâter. Et ils étaient toujours, comment je veux dire, une partie allait à midi dans les tranchées pour 4-5 heures. Après, ils revenaient, puis l'autre comme un poste. Et puis ils ont dit, un matin, ils ont toujours dit, certains ont dit à mon père, on va plus dans les tranches, mais la guerre, elle est finie, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Mais moi, je veux rentrer, je veux voir ma femme, je veux voir mes enfants. Moi, je vais plus dans les tranches. Je pars maintenant, je sais pas si je rentre ce soir, si vous me verrez ce soir, mais ça dirait pendant des semaines comme ça. Et un jour, un est venu chez mon père, enfin, toujours de la cave vers mon père, parce que eux, les hommes, tant qu'ils avaient des cigarettes, ils allaient dehors. On n'était plus dans la rue, personne n'était plus dans la rue, parce que là, on voyait les soldats étaient là. Ils sont venus la nuit avec les camions, et les autres, ils sont restés là. Alors, il y en a un qui est venu, il a dit, mon père s'appelait Albert, alors il l'a appelé Albert, Albert, moi je vais plus dans la tranche, et je ne sais pas si je vais revenir, moi je vais rentrer. Écoute, coupe-moi le doigt, coupe-moi le pouce, tu sais, pour se faire mutiler, pour aller à l'hôpital. Parce que dans le temps, on avait derrière les Holzbleck dans le jardin, dans la cour, où on faisait le petit bois, je ne sais pas comment on dit, vous savez ce que c'est. On faisait du petit bois. On faisait le petit bois. Les bûchettes pour faire le feu, pour aller. Et on avait le Holz, pour tout le monde avait ça. Oui, le klotz, le petit rondin. Où on coupait le petit bois comme ça. Et c'est là où tu faisais le petit bois dessus, avec de la mine. Pendant des jours et des jours, il commençait, Albert, mais moi je peux pas faire. Il voulait absolument qu'il lui coupe le doigt. Tu vas te faire tuer, et moi avec, moi j'ai quand même ma famille. Nous on essaie de nous sauver, on essaie de survivre, mais tu peux pas. Mon père, il était malade. Mais il se faisait fusiller, l'Allemand. Après, c'est lui qui l'a fait le matin. Il est plus sorti, sûrement qu'il était à bout de nerfs. C'est lui qui se l'est coupé le doigt. Il s'est mutilé lui-même. Il s'est mutilé lui-même. Il y a 2 officiers qui sont venus, ils l'ont pris. On avait le prêt, j'entends ça encore aujourd'hui, on a entendu un chousse, il l'a tué. Il l'a tué. Ils l'ont fusillé tout de suite. Ils l'ont fusillé. Dans le temps, ils ne regardaient plus, c'est plus l'hôpital, c'était plus rien du tout. Ils les ont fusillés. Le Russe, il faisait pareil. Et c'était des jeunes officiers encore des cadets qui sortaient de l'école. Et après ça, après le temps, parce qu'après je sais aussi de mon père, parce que je n'ai pas pas tout retenu, mais après ça, et les anciens qui étaient donc chez nous, c'est sûr, ils les ont retirés, ils ont plus laissé chez nous devant dans la cave. Alors ce sont des jeunes qui sont venus. D'accord. De la Offiziersschule, des fanatiques. L'école des officiers. Oui, ils voulaient encore sauver 18-19 ans, ils voulaient encore sauver l'Allemagne. Alors là, c'était vraiment, ils n'avaient plus rien à manger. On avait des lapins. La nuit, ils ont pris les lapins, ils ont tué les lapins, on avait des poules, ils ont pris les œufs. Mais ça, c'était pas grave, c'était vrai, quand t'as faim, t'as faim. Oui. Nous, on avait ça, on avait 80 lapins, nous, on en mangeait. Ça, c'était rien, juste pour dire, ils n'avaient plus rien à manger non plus. Et puis là, mon père, il a dit, alors on a déjà, alors là, on avait le coucou, là, l'avion, parce qu'ils étaient donc, comme à MH, là, les Américains étaient déjà morts par ce temps-là. Et nous, on était là. Ils étaient en attente, comme il y a eu la contre-offensive allemande dans les Ardennes. Alors eux, ils étaient en arrêt ici, ils attendaient comment ça se passait. Il y avait eu un malentendu qu'ils ont dit après, ils sont arrêtés là chez nous. Oui, ils se sont arrêtés ici. À un moment donné, plus de combat. Et les Allemands, ils étaient là, comme ils disaient, les anciens, ils étaient sous pression. Et moi, je connaissais un historien allemand, et il m'a montré des photos, j'en ai d'ailleurs même à la maison, où il faisait des exercices là-bas le long de la Rosselle, là où il y a les blocos individuels. Ils ont tiré des grenades à l'extérieur dans les champs, des fumigènes, pour s'exercer déjà, parce qu'ils craignaient que les Américains allaient venir d'en face, traverser la Moselle, donc pour envahir, pour continuer leur progression. Alors c'est pour ça qu'il y avait tous les 50 mètres
des trous individuels, des casemates, des ronds. Ils étaient coulés dans l'usine à Völklingen. Ils étaient coulés, il m'a dit ça. Ça se peut. Ils ont été coulés en un bloc dans l'usine là-bas à Völklingen. Et par camion, ils les ont ramenés ici, ils les ont foutus dans le sol. Et de partir de là, il y a tous les jours, ça je me rappelle, tous les jours vers 3h, toujours à la même, le coucou américain. Oui, ça c'était l'américain. Il tournait aussi. On le voyait comme ça, donc il était tout bas. Venez à Morsbach, là la guerre est finie, les Allemands finis. Venez traverser, venez ici, nous on est à Morsbach, vous êtes sauvés, on prend soin de vous. Ça c'était tous les jours. Hein. C'était une bande sonore alors qu'il... Non, c'était cet avion-là, sûrement. Il avait sûrement une bande sonore, mais c'était ce coucou, c'était un petit avion qui mais il avait un grand haut-parleur dessus. Oui, il avait un haut-parleur, c'était pas une bande. On comprenait bien. Oui, c'était pas une bande, c'était un haut-parleur. Ils étaient tous, ils étaient à Emmerschwil, ils étaient à Morsbach, à Merle, ils étaient partout. Seulement nous, là, à Forbach, à Marino, on était là. Alors mon père a dit, maintenant, il est temps qu'on parte. Parce que il a dit, ici, on ne peut plus rester, ça commence à chauffer. À chauffer, c'est plus la peine. Déjà, il n'avait plus confiance avec les vieux soldats, là, on pouvait encore parler, mais quand il a vu arriver donc chez nous ces jeunes femmes, il a dit à ma mère, elle s'appelait aussi Elisabeth, comme Helga et Elisabeth, il a dit, et là, maintenant on part, c'était fini. Et puis c'était un hiver magnifique. Il y avait un soleil tous les jours. C'était beau. Il y avait de la neige, il n'y avait pas de traces, personne ne pouvait sortir de voir. Mais c'était un hiver comme ça, je n'ai plus jamais vu, on n'en verra plus un comme ça, parce que personne n'était dehors, tout était blanc. Et puis nous, on habitait dans la rue des Jardins. Et là, à côté, c'est la mère paternelle de mon père, cette maison à côté. Et les grands-parents, ils étaient encore dans cette cave-là, ils étaient bien. Alors on faisait ça en une partie. Ma mère nous fait des petits trucs, des petits sacs pour juste mettre le nécessaire à faire de toilettes et pour juste le nécessaire. Et mon traîneau, mon père a pris mon traîneau, il a tout mis ça dessus. Donc, mais tout ça, c'est ce que je vous dis, c'était en cachette. Il fallait tout faire ça en cachette. Ou la nuit, il fallait le dire à personne, ni à la voisine. Je ne sais plus. Tout ça, c'était en cachette. Bon, la première soirée qu'on est parti, il m'a dit, regarde encore bien. Et les propriétaires de la maison, nous, on habitait au-dessus, on était locataires dans la rue des Jardins. Eux, ils n'avaient pas de gosse. Eux, ils sont restés aussi dans leur cave derrière, comme nous. Alors mon père a dit, alors la propriétaire, Helga sagt uns noch au revoir, bevor das noch wieder komme. Je pense qu'on se reverra de nouveau. Ça sont des trucs que tu oublies pas. Même si t'es gosse. Je te dis au revoir, j'espère qu'on se reverra, que vous reviendrez et qu'on se reverra de nouveau. Bon, quand était, moi, sur le moment, mais après, c'est vrai. Alors il m'a mis sur la luge, il a dit maintenant, plus un mot, à ma mère non plus. On a traversé là où il y a les escaliers, c'était un petit talus, tout le long de la rue des Jardins, presque jusqu'à Forbach, parce qu'il n'y avait pas de maison encore là. On a descendu le talus vers là, chez mes grands-parents là. On est resté la nuit là, et le matin à 5h ou à 4h, on est parti donc vers là derrière. Donc, là, il y avait la coquerie. Et les Allemands ont commencé à construire cette coquerie. Mais tout était que des murs encore, c'était tout. Hein. Et puis il n'y avait pas la maison d'Adèle, tout ça, c'était tout plat, ces maisons-là, c'était des champs, c'était déjà Morsbach, c'était des champs. Hein. Alors on est parti, il a dit, si tu éternues, mets ta main, alors. Pas de bruit, rien eu. Même si tu as peur, ne crie pas un temps. Alors vous voyez un peu l'ambiance que c'était. C'est dur, hein. Et on est encore, si tu veux comprendre d'un côté et d'un autre côté, tu as peur, et d'un autre côté, tu veux comprendre pourquoi tu as peur. Hein? Bon, donc, alors on a tout pris le matin, on a traversé, on est sorti donc là, traversé chez Adèle, traversé les champs, et puis on est allé jusqu'au bâtiment de la coquerie, et là il y a une patrouille de soldats allemands qui est passée, mais il y avait juste 2 bonhommes là, mais ceux-là aussi je pense, ils sont juste passés tranquilles, peut-être qu'ils ont fait un tour.
on y reste, ça je les vois encore partir. Hein. Ils sont partis, ils ont fait leur tour. Oui. Mon père, on a attendu aussi jusqu'à ce qu'ils ne reviennent plus, ou s'il n'y a pas encore d'autres qui reviennent. Pour voir un peu où ils vont, parce qu'il n'y a pas trop de comme ça. Il a fait un peu, oui, après il a continué, il les a suivis un tout petit peu pour voir s'ils ne restent pas sur place. Il a dit non, il a dit, die Luft ist sauber. Il a dit, l'air est propre, l'air est libre, on peut y aller. Et là, on est allé jusqu'à Morsbach. On est arrivé jusqu'à Morsbach, là-bas, c'était l'euphorie, c'était les Américains, c'était les camions. Et puis il y avait beaucoup de chez nous, il y avait surtout beaucoup plus de bonhommes. Il y avait de Forbach, de Petit Rossel, et puis nous, mais je ne sais pas, c'était tout un nombre. Ces hommes aussi, a dit dans le camion, je voulais aller acheter des cigarettes, je ne suis plus rentré. J'ai atterri à Morsbach. C'était comme ça, cette atmosphère-là. Ou des célibataires, ou des trucs. Bon, alors donc, on est arrivé à Morsbach, je vous dis maintenant ce que je me rappelle encore, c'était donc la matinée, il faisait clair, et là-bas, ils avaient des bureaux, ils ont tout de suite, et tous les bonhommes qui sont venus, comme mon père aussi, tout de suite dans un bureau pour voir si c'était pas des traîtres. Ils sont restés toute une journée pour pouvoir vérifier. Et puis nous, pour voir si ce n'était pas des traîtres. Hein. Quand ils ont vu que tout est clair, on est parti sur camion, on était à plusieurs familles encore avec des gosses. Ouais. Mais ça, je ne me rappelle plus de tous ceux qui venaient. C'était juste un petit tas, quoi. Avec ces camions, on est allé au pensionnat Merlebach. Au pensionnat. Aujourd'hui, il n'y a les pas de Sainte-Élisabeth. Il y a eu à ma maman. Une fois, je lui en ai parlé, alors il a dit, mais ça, c'était le pensionnat. Et là, bon, c'était une grande salle, donc c'était une salle d'école. Il y avait des lits de consommation que les Américains avaient déjà installés. Oui, c'était prévu. Quand ils ont prévu tout ça, on a dormi une nuit là, et je me rappelle, il y a une ou deux bonnes sœurs qui sont venues dans cette chambre. Nous, les gosses, ils sont venus au lit chez nous pour prier pour la fin de la guerre, pour la santé, pour tout le monde, quoi. Oui. Ah bon, on a prié, et puis le lendemain, on est parti, les Américains, toujours avec un camion, alors c'était organisé, les uns allaient à droite, et nous, ils nous ont emmenés à Morange. Parce que tout ça là-bas, c'était déjà américain. C'était les casernes. Oui, les casernes, voilà. Oui, là-bas, et puis là-bas, c'était déjà l'école, les gens vivaient déjà leur petite vie. Bon, pas encore, il fallait encore. Mais ils vivaient déjà, plus comme nous, quoi. Ils vivaient déjà. Et nous, on n'avait plus l'habitude de ça, de sortir et de ne pas avoir peur des grenades ou des trucs là. C'était déjà cette libération. On est même allé à l'école là-bas, nous les trois. Après, mes cousines sont venues, on était à 3. On allait là-bas à l'école. Au rang des comptes, j'ai fait 4 ans d'allemand et tout de suite là-bas faire dans une école française. Je me rappelle très bien ce que j'ai appris. La première chose que j'ai écrit en français, c'était une fenêtre, une table, une chaise. Ça, j'oublierai jamais. Et comment elle était la vie à Forbach avant la guerre? Mais avant la guerre, c'était la petite ville tranquille, c'était bien, tout le monde se connaissait. En fait, et quand il y avait des fêtes, comme la Kirb, on se parlait, on se voyait, on allait boire un coup ensemble dans un bistrot. C'était bien, c'était une petite ville, vraiment une belle petite ville tranquille. On allait au marché, tout le monde se disait bonjour, au revoir. Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai plus vu. Sans plus, puis on se parlait. Et quand c'était la Kirb, on voyait les gens de Forbach, les commerçants pareil. C'était pas... Forbach, c'était tous des juifs, hein, les commerçants. Serre, Klauber, tout ça, c'était que des juifs. Mais c'était des juifs nés ici, nés à Forbach, tout ça. Ils avaient leur synagogue aussi, Merlebach aussi. Nous, on achetait tout ça. Ça, c'était connu, nous, on ne faisait pas de différence, et eux non plus. Et quand on voyait des gens, quand on voyait toute l'année comme ça dans la rue, on se disait bonjour, bonsoir, sans se coller au cul, comme on dit des trucs. Viens, on va boire un coup. Les bistrots, ils marchaient, on allait boire un coup, à manger un rochefour, et puis alors, chacun rentrait, on était content, on était heureux. Et tous les commerces marchaient. À Marino, pourtant c'était un quartier de Forbach. Il ne faut pas me dire Forbach. Marino, c'est Marino. Marino, c'est Marino. Quand on allait à Forbach, à la mairie pour des papiers, Marino, c'est Forbach. Moi, je disais tout le monde est Marino. C'est Marino, c'est pas Forbach. Nous, c'était un quartier de Forbach. Mais nous, Marino, c'était... Là, on était chauvin. Marino, c'était Marino. Mais c'était une petite commune dans le temps, à part Marie. Oui, mais on n'avait pas de mairie. Ça commençait tout petit. Mais après, ça a évolué. Mais on est tout resté... Ils ont essayé un peu, mais après, c'est toujours resté Marino a eu ses grandes années avec l'usine
de carton et les moulins qu'il y avait ici. Là où il y a la déchetterie. Il y avait du travail, il y avait beaucoup de travail ici. Là où il y a la déchetterie. C'était ils faisaient des cartons. Moi, j'avais encore des cartons comme ça, des plateaux de langue, mais après à la langue avec des ânes. C'était toujours le noir avec du doré et des fleurs rouges. C'était leur couleur, je pense, de trucs. Après la guerre, jusqu'à ce que tout s'est arrangé, ça durait quand même encore 45. Mais après, c'est la mine qui a repris. Après, la mine a fait venir les Italiens. Oui. Les Italiens qui sont venus. Et puis, ils avaient construit les baraques à Halte-Chenec. À Marino, il y avait des baraques où il est logé. Oui. Mais ça sont les Italiens qui sont venus pour travailler. Oui. T'as rien entendu. Il disait à un moment donné, la cité dortoir, venez, pour travail, dormir. Et puis après, ils ont fait venir, après 2 ou 3 ans, leur famille, et tout doucement. Après 10 ans, chacun construisait la maison, ils s'aidaient un les autres. Regarde, toutes ces belles maisons, c'est tout italien, ils savent tout faire. Et puis ils s'entraidaient, comme l'autre, savait faire ça, c'était ça. Donc on va dire quasiment du jour au lendemain, vous avez vu votre rue fleurir. Et ça, c'était la mine. Le temps qu'il y avait la mine, c'était la belle vie. Tout le monde avait de l'argent. Tout le monde était bien. Tout le monde avait du travail. Tout le monde. Bon, mais à part mon père qui, après la guerre, il s'est mis à son compte, faire volontiers couvreur. Et puis après la guerre, sur les dommages de guerre, il a fait du boulot, il a gagné des sous. Et après, il a construit la maison là. Et puis là, c'était vraiment, après la guerre, c'était vraiment... C'était la même. Oui, la vie reprenait ici, le travail aussi. Tout le monde était bien, tout le monde avait des sous. Et avec la mine, c'était des gens comme nous, civilisés. À part des exceptions, il y en a partout. Après, c'était le charbon. Ici, à Marino, il y avait le puits de mine aussi, l'extraction du charbon. Et après, ils ont construit le labo là-haut. Le laboratoire. Ici, c'était toujours la mine. La mine a fait vivre la Lorraine ici chez nous. La Lorraine, c'est un pays du charbon. C'est là où ils ont construit le Wiesberg après aussi. Parce que mon père, dans le temps chez nous, les garçons, tout le monde ne pouvait pas faire des études et tout le monde n'était pas pour les études et tous les parents n'avaient pas des sous. Ils partaient automatiquement, ils sortaient de l'école, ils partaient à la mine. C'était tout à fait normal. Alors, c'était tous des mineurs. Ah oui, regarde, moi j'ai commencé à l'aller, j'ai 4 ans de mine, mon papa il était à la mine, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Chez nous, apparemment, mon arrière-grand-père des 2 côtés aussi, seulement mon père aussi à la mine, mais lui il était à l'atelier central, il n'était pas au front. Mais mon grand-père était mineur, ils étaient tous mineurs. Généralement les jeunes ils commençaient au fond, au fil des années ils commençaient à être fatigués ou ils se blessaient, alors ils arrivaient à avoir des places au jour. Ou ils s'intéressaient, ceux qui s'intéressaient plus, ils faisaient des écoles de la mine. Des écoles. Ils sortaient ingénieurs ou Ovastaya ou je sais pas quoi. Chef Porian, ou des trucs comme ça. Après ils allaient dans les spécialités aussi. Question de sous, il n'y avait pas de problème, il y avait de l'argent. Le commerce marchait, les gens achetaient et depuis la mine fermée, terminée. Ça grenouillait des mineurs ici. Les locomotives à vapeur passaient avec le charbon là-bas par le pont. Oui, on les voyait. Il allait jusqu'à la ligne, le pont il est encore là, mais les rails, ils les ont enlevés il n'y a pas longtemps. Là, cette année, dans la rue des Marseilles, là, il y avait l'arrêt de la mine. À lui et à la cartonnerie où toi tu dis maintenant, ça sent ceux de MHY là, qui prenaient les trains de la mine. À ce niveau-là, je te coupe, à ce niveau-là, en face, quand tu viens d'Allemagne, quand tu es au stop de l'autre côté, tu vois un mur comme ça, encore un peu. Et c'était la Kohle Rutsch. Ils descendaient le charbon du train. Ça, je me rappelle. Qui alimentait en bas l'usine à. D'accord. Elle était alimentée. Ils avaient une cave. Quand tu es à hauteur des conteneurs, là, tu regardes à droite, tu as les rochers là un peu. Et tu as un rocher, quelque chose de spécial, il est emmuré. D'accord. Il y a des agglos. Et là-dedans, il y avait une grande cave. Alors, eux, ils stockaient leurs affaires. Et les mineurs avaient toujours une carte, ils avaient droit à autant de charbon par an. Et puis, dans le temps, encore, il n'y avait pas les. Ça, c'est maintenant pendant la guerre que je m'en rappelle. Et puis, à MHV, là, il y avait encore 2 petits paysans qui avaient des chevaux et les charrettes des chevaux. Et eux, quand ils venaient, c'est eux qui venaient chercher le charbon. Juste pour MHY, la grande rose, c'est tout petit. Et là, ils se mettaient, comme il dit, là en dessous,
pour le charbon, le camion ou la charrette, mais fermée avec le cheval pour le charbon. Tu trouves une photo sur le site des Foapara, il y a une photo, tu regardes dans leur rubrique, sous-rubrique, il y a Marino, photo sur Marino, et là, tu vois un camion se présentait justement à la Kohlerutsche là-bas. Ouais. Il se présente et ben il déversait directement dedans. Il y avait un plan incliné. Ouais. Et puis le charbon, quand il déversait en haut du train, ça descendait, le camion se mettait en dessous, ça allait directement dans le camion. Bon, il y a toujours qui tombait à côté, quoi. Mais je crois là, il y a aussi un genre de photo dedans de Marie. Il me semble qu'elle est là-dedans, cette photo. Elle est là-dedans aussi. Oui, elle est là-dedans aussi. Là. Et tu as là en face le chemin des moulins. Tu avais 3 ou 4 moulins en bas au bout. Hein. D'accord. Alors, ils faisaient des graines, hein, des champs. Ouais. Il y en a qui venaient par le Eselsweg là derrière, avec le mulet, et avec les graines. Allez hop, on faisait de la farine. Mais nous, parce qu'il en parle... Attendez, je vais d'abord vous servir le café, parce qu'après, je ne m'arrête plus. Ouais. Et puis, et là où il y avait des moulins, un moulin à eau, il n'y avait pratiquement pas de cave. Alors, quand il y avait un rocher, une colline à proximité, il faut ouvrir leur trou et mettre une cave là-dedans. Ils stockaient leur matériel là-dedans, sinon la cave elle est trop humide. Quoi. Il y a toujours eu des infiltrations. C'est pour ça que là, il y en a eu à Bétain, celui de Bénin, Bétain, pareil. Partout, ils avaient donc creusé. Le château d'Hausen en bout, il a derrière, dans le temps, il cherchait du fer, des mines de fer. Il cherchait. Mais comme ça n'a pas donné grand-chose, creuser, c'était creuser. Oui. Et après, le château, il a stocké sa victuaille là-dedans, ils ont stocké. Et ces grottes étaient utilisées aussi pour stocker l'alimentation. Et là, le bunker, c'était encore autre chose, avec l'alimentation, les patates. Mais vous savez, nous, on avait, c'est pour cela que je voulais en venir, on avait des poules et tout. Et mon père... Aussi le voisin, toujours avec 2-3 qui se connaissaient, qui étaient de la même truc contre les Allemands. La nuit, ils allaient dans les patelins. Oui. Tu veux que je le fasse? Oui, si tu veux. La pêche que tu connais. Parce que moi, je tremble, alors. Comme il connaît la chanson. Il connaît la vieille. Comment il y a Zucker im Kaffee, Zitrone oder Sahne in dem Tee. Alors, ils allaient la nuit dans les pays jusqu'à Diefenbach, fort Diefenbach, chez les paysans, pour ramasser du blé pour faire de la farine. Parce qu'en fin de compte, à 43, on ne reçoit plus de farine. Les moulins, on ne reçoit plus rien. On se démet seulement sur des cartons et tant de grammes ou des trucs et rien. Oui. Et je sais que mon père, plus mon grand-père, mais avec le voisin, ils sont morts. Ceux qui allaient avec nous dans le bunga, c'était 3 bonnes. En vélo, ils allaient jusqu'à Diefenbach, Elimer Diefenbach, si vous voyez. Oui, je sais. Tout ça, pour du blé. Donc juste pour du blé, ils allaient jusque là-bas, pour du blé, des petits sacs, mais alors toujours la nuit, toujours tout en cachette. Ah oui, d'accord. Ça c'était toujours la nuit et en cachette, parce que si le SA, ils étaient terribles, les SA, c'était sous les, tu te rappelles les SA, ceux-là ils étaient terribles. Okay, ça c'est les sections d'assaut, alors. Mais c'était des sévères, il fallait s'en méfier. Parce qu'un voulait faire plus que l'autre. D'accord, montre ce qu'il y a, donc dans la méchanceté. Et mon père, il faisait des tamis, 3 sortes de tamis, un gros, un moyen et un tout fin. On faisait de la farine. En bas dans la cave, là à côté où vous rentrez, ce qui est fermé maintenant, c'était la cave chez la grand-mère. Alors nous les gosses, mes 2 cousines habitaient à côté et moi, il avait fait un moule comme il savait tout faire au atelier central. Ils ont trouvé, ou je sais pas, chez les grands-parents ou chez mes grands-parents, encore un vieux moulin dans le temps, un grand comme les avaient les anciens, vieux truc. Mon père, il l'a modernisé un peu et il a fait des tamis. Et nous, nos gosses, alors lui, il passait le plus gros. Je sais, moi, c'était la première seconde parce que j'étais la plus forte, j'avais plus de force. Passer ça par le tamis, tout ce que moi je passais, c'était ma cousine, c'était déjà un peu plus fin, et ma petite cousine, elle avait la 7 ans, c'était tout fin, c'était la farine. Maintenant je sais pourquoi tu as travaillé plus tard à la boulangerie là. Tu vois, ça m'est tombé dessus. Non, mais pour vous dire, c'est comme ça qu'on a vécu la guerre, qu'on a survenu quand on savait c'était. Mais les pauvres gens de la ville, c'était pas pareil. Nous, on avait les jardins, on pouvait faire des concerts. Nous, on n'avait pas faim. Moi, j'avais pas faim. Pour les gens je vais vous dire que moi, pendant la guerre, j'ai pas mangé du pain noir.
J'ai pas mangé du pain noir. Mon grand-père Emma Schwiller, son copain de classe, c'était celui-là qui avait le moulin à Morsbach, entre Morsbach et Emma Schwiller. Oh, comment qu'il s'appelle? Je perds les noms maintenant. Oui, c'est la Gensbach. De Gensbach, der Gensbacher Hof. Gensbacher Hof, lui, il allait toujours chez lui, mais toujours par petits sacs. Là, j'ai même le plan du moulin. Oui, dans les archives. Alors, ma grand-mère dit... J'ai réussi à avoir tout ça de mon ami historien qui malheureusement et pour faire des gâteaux. Alors il pouvait pas lui donner des masses, non, mais il lui donnait toujours un peu, je sais pas quoi, mais toujours un petit sac comme. Et ma grand-mère, elle était difficile dans la cuisine quand elle faisait dans le temps des grandes cours, des 4 quarts ou des trucs. Alors elle regardait. Alors elle disait ça, je la voyais toujours. Elle coupait une part quand il était froid. Elle regardait et puis elle disait à mon grand-père, il s'appelait Valentin. En patois, c'était Faldin. Hein. Faldin, il était encore pas... Faldin, oui. Valentin. Hat da wieder kein richtig Mehl gehen, der Kuchen ist strämig. Alors, la farine n'était pas... Il t'a pas donné la bonne farine blanche, il s'est trompé parce que le gâteau, là, l'ami, elle n'est pas très très blanche. Hein. Elle critiquait encore. Alors mon grand-père disait, la prochaine fois, tu iras tout seul, tu iras toi-même. Et après, c'était ça que je voulais vous raconter. Le Führer avait son anniversaire le 20 avril. Hein. Oui. Hein. Et à l'école, on a distribué des grandes photos du Führer le 20 avril. Vous l'avez dit, ça. Moi, je l'ai eu aussi. L'instituteur me donne daher gehabt à la photo. J'ai dit, si celle-là, je la ramène à la maison, elle va atterrir aux toilettes. Il a dit, tu vas la fermer. J'avais de la chance, c'était un instituteur d'ici, il connaissait mon père et lui. Tout n'était pas bon à dire. Tu vas pas. Tu vas te taire, surtout ne dis rien. Tu dis rien. Parce que j'avais toujours la chemise ouverte. Alors je suis rentré, j'ai plus rien dit, je l'ai pris. Et il fallait encore dire après Heil Hitler. Oui. Hein? Moi j'ai tout fait pour pas lever la main, pour pas dire Heil Hitler. Alors il me dit, Helga, t'as oublié ta main? Tu ne voulais pas se faire avoir, non, on ne sait jamais. Personne n'avait confiance, tu ne savais pas. Moi j'ai fait Heil Hitler. Je rentre et mon père, il avait toujours poste le matin, donc il rentre à 2h, il rentre vers 2h. J'ai pris le rouleau, je ne l'ai pas ouvert. J'ai pris le rouleau, il y avait un caoutchouc autour. Je lui ai donné, j'ai dit, tiens, je te donne quelque chose, c'est un cadeau. Il me regarde, il a dit, un cadeau, c'est que tu as sorti ce cadeau. J'ai dit, regarde, tu verras. Regarde que ça te fera plaisir. Déjà là. Il ouvre, il a dit, tu sais que tu as ça. Mais j'ai dit, on l'a eu à l'école aujourd'hui, tu sais pas, c'est la fête. Je me vois encore maintenant. C'est la fête du Führer. Il m'a regardé tout de suite, il a dit, et toi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu as dit? Au Hibel, il s'appelait Hibel, l'instituteur. Oui. Hibel. H-I-E-B-E-L, Hibel. Hibel. Ouais, Hibel. Ben, je lui ai dit que ça atterrit aux toilettes. Les toilettes étaient dans le jardin, ils n'étaient pas à la maison. C'est un peu comme tout le monde, hein. On avait les WC, les latrines. Il a dit, ben, il a dit, mais Helga, tu ne peux pas la fermer. Combien de fois que je t'ai déjà dit, tais-toi, ne dis rien. Mais ça m'est sorti comme ça, je sais que tu ne l'aimes pas. Ben, on avait de la chance, il aurait été un Allemand, mon père, il ne serait pas. Parce que et vous prenez du lit, si vous êtes à poil au lit, vous sortez à poil dans le camion. Hein. Oh oui. Ah oui, moi je sais, ma mère et moi, nous trois, ma mère, elle nous a, au début de la guerre, elle nous a, coudre des petits sacs avec tout le premier nécessaire en tant que toilette, que soulage et tout. Et on dormait pendant 6 mois, le sac devant le lit. Parce qu'on savait, il savait quand tu as été... ton frère disait, celui-là c'était un Allemand, il tombait chez Forot ou dans le dénoncé. Quand il a dénoncé, tu savais, on savait ça à droite à gauche. C'est pour ça mon père, il a prévu, c'est vrai, il voyait, il était soldat. Hein. On avait pendant 6 mois. Parce qu'on avait peur. Il y en a marino qui sont partis comme ça, qui ne pouvaient pas. Elles sortaient la nuit, ils venaient, le camion, et c'était tout, et c'était des SS après. Hein. Ça, c'était des SS. Hein. Ils vous sortaient du lit à poil, n'importe comment, comme vous sortez du lit. Et les raisons, c'était lesquelles, généralement?
Pardon? Les raisons pour lesquelles ils venaient vous... Égal, parce que tu n'étais pas de l'avis du Führer, tu n'étais pas allemand, tu n'étais pas pour l'allemand. À partir du moment où tu étais un opposant, tu disais quelque chose contre Hitler. Pas comme maintenant, ils ne cherchaient pas. Tu t'as ramassé, ils ne cherchaient pas. Ils ne cherchaient pas. Ces gens-là qui étaient ramassés, ils revenaient après ou alors? Pas toujours. Pas toujours et pas tous. À Saarbrück, ils avaient une prison à Saarbrück et puis ils étaient déportés. Il y avait la Lehrschule là-haut. Ils les emmenaient à la Lehrschule. Après, ils avaient 75%, tu ne les voyais plus. Parce que, aussi, j'ai toujours dit, ce que je dis, tu ne voyais pas détruire des jeunes dans la rue comme maintenant. Hein. Oui. Il y avait toujours des bêtes noires. Mais ils les prenaient, les jeunes. Quel âge? Ils sont partis, tu ne les as plus jamais vus. Hein. Oui. Tu ne les as plus jamais vus. Oui, c'était... Et là, avec ces sacs, juste pour terminer, là. Alors... on avait ces sacs et ça durait pendant 6 mois. Après, quand ça a commencé, les Allemands... Mais ça, c'était en 39-40, je veux dire, quand les Allemands sont venus. Et quand les Allemands voulaient de nouveau ouvrir la mine et travailler avec eux, alors ils ont cherché les dossiers, ils ont cherché les spécialistes et tout ça. Et le chef, avant la guerre de mon père, il habitait aussi à Marino, en bas du village. Et là où on rentre maintenant, où Nancy habite. Oui, là-bas dans le coin, là. Ouais, là derrière. Où il y a un tunnel le dépôt là. Là-bas, tu passes en dessous. Oui, et là, il y a le dépôt encore délabré à côté. Oui, il y avait un atelier là, Hilbert. Il y a encore le nom de marqué, tu rentres là. C'est après les conteneurs là. Après le petit parking conteneur, tu rentres là dans la rue, tu vas tout droit. Et c'est un cul-de-sac là, mais tu tombes sur un tunnel, tu passes sous la voie ferrée dans la forêt derrière. Bon, les Allemands, les Allemands, ils ont vu, il y avait ces dossiers aussi au bureau là-bas, comme ceux qui travaillaient avant la guerre, eux ils cherchaient aussi après pour voir où il y a des espèces qui peuvent ramasser comme ça, c'est fait. C'est le chef de mon père, et lui il a vu le nom de, on se connaissait, il a dit ça, c'était un nouveau spécialiste là et ça. Et ils sont venus, et puis à partir de là on était tranquille. Parce qu'ils avaient besoin des ouvriers spécialistes aussi pour nous ouvrir, pour faire marcher la mine. Quoi. Alors c'est depuis là, mais pendant 6 mois, on a dormi comme ça avec les sacs là, au pied du lit. Si jamais ils nous prennent... Et c'est seulement après qu'on était tranquille. Et après, ça a commencé, comme je vous dis, avec le Punka, avec les Américains, ils sont rentrés à Marino par où ils sont venus? Ils sont venus partout, là. Ils sont venus par MHV, là. Ils sont venus par ils sont venus là-bas. Partout. Et quand ils sont là, quand tout était installé là, alors ils nous ont ramenés... de Morges en camionnette, ils nous ont nouveau ramené tout ça à la maison. Mais tu parles, quand on est arrivé à Morges, après c'était dans une vieille maison aussi délabrée, ils ont aussi cherché ce qu'ils pouvaient où personne vivait, ils ont mis des lits de camp dedans. Oui, ils ont squatté là-dedans. Oui, on a vraiment squatté. Ils ont occupé mais tout ça, et mon mari et mon oncle, mon père et mon oncle, ils les ont tout de suite pris pour dans la cuisine, au pension, on était sauvés. Comment était votre maison quand vous êtes revenu? Est-ce que ça avait changé? Il n'y avait rien de changé. Personne n'a touché à votre maison? Ils n'ont pas profité pour habiter là-dedans quelques jours, non? Ça, c'était en 39, certaines maisons ont été dévalisées, mais pas là. Parce que là, il y avait quand même encore des gens, tout le monde n'est pas parti. Il y a quand même... C'était lors de l'évacuation pendant la drôle de guerre. C'était pendant l'évacuation. Nous, on avait de la chance. Seulement, ma mère a trouvé ses duvets et ses Steppdecken à 3 maisons plus loin, quelques mois après dans le jardin. Alors, ça a été pris, mais ça... On n'était pas en ligne de quand on était à la maison, rien n'était cassé, alors on n'était pas... ou bien c'était les soldats qui les ont pris pour dormir là, mais il n'y avait rien de cassé, il n'y avait rien de volé. Tu as eu de la chance parce que ce n'était pas pareil partout, parce qu'on a des photos où ils ont dévalisé l'intérieur, ils ont déménagé les meubles pour aller ailleurs avec... Non, ici à Marino, ici à Marino, c'était... de ce côté-là, c'était pas trop... Non, c'était pas du tout quoi. Mais ils ont dégagé tout de suite, il n'y a pas eu de... Ils n'avaient pas le temps Et pour dire, quand on est venu, donc on est venu avec... et puis les Américains, ils étaient gentils, ils sont venus... Parce qu'on était gosses, ils nous ont ramenés là-bas où on logeait, avec des bombes, ils passaient tout avec la Jeep, c'est la première fois qu'on a vu des Jeeps, ils nous ont tout ramené, ils nous ont ramené des rations, des œufs, ils avaient tout dans des comment je veux dire, dans des conteneurs, mais en fer blanc, pas en fer, je sais pas, mais un tout léger, comme un genre alu, grand comme par 5 kilos, il y avait le café, ils avaient tout. Il fallait pas que ce soit trop lourd, parce qu'après tu mettais encore ils nous ont ramené ça. Ils ont largué ça par avion aussi, je crois. Ils nous ont ramené ça dans... Parce qu'il y a des gens dans les alentours ont hébergé un certain temps les Américains. Non, pas du tout, ils sont tous restés pour en caserne. Non, on
on n'avait pas d'Américains à la maison. Ici, personne. À Merlebach, quand ils sont arrivés pour la libération, parce qu'on a fêté la libération de Merlebach il n'y a pas longtemps. Hein. Ça va être en mars ici. Oui. Alors, je te laisse. Mais ils sont restés comme à Morsbach sur moi aussi. Mais ici, ils sont juste passés. Ils ne sont pas restés. À Merlebach, Morsbach, ils sont restés depuis le mois de novembre. Donc, ils étaient hébergés. Chez nous, ils sont vraiment... Ils étaient en attente à Merlebach aussi. Ils ont été hébergés chez des gens. Je connais, j'ai des amis qui ils ont été hébergés chez les parents aussi. Tandis que chez nous, ils étaient peut-être... Une journée, ils sont restés, il n'y avait déjà plus d'Allemands, ils ont ramassé le reste d'Allemands, un par-ci, par-là, ils ont ramené, puis ils sont allés plus loin. Tandis qu'à Morsbach et à Merlebach, ils sont restés. Oui, ils sont restés un certain temps, jusqu'à ce qu'ils continuent leur progression. Et je sais que ma grand-mère, elle a nettoyé les tris, lavé les tris des Américains après. Hein. Et puis, vous pensez les cartouches de cigarettes qu'on a ramenées, les pauvres, tout le voisinage, tout le monde a eu des cigarettes, parce qu'on a tout, et ils nous ont tout mis ensemble pour le ramener à la maison. Je vous dis, du café, tout ce que les Américains avaient. C'est là qu'on a... qu'ils étaient super bien reçus. Oui, qu'on a connu. Ils dormaient sur place, ils avaient ce qu'ils voulaient, dans la mesure du possible. Les gens, c'était le libérateur. Bien sûr. Hein. Oui. Il y en avait à Merlebach, il y avait quelques chars sur la place des Alliés, là en bas, la place du marché à Merlebach. Vous savez déjà le fait de ne plus avoir peur, ni des avions, ni des soldats, ni de rien. On pouvait respirer, le temps de réagir, tout le monde était content. Quand on se voyait se tomber dans les bras, à Lepsch, tout notre vie encore. C'était une atmosphère vraiment de fête. On a fait une exposition il n'y a pas longtemps, là, à Hambourg, dans la salle, à Merlebach, où on a montré des photos justement avec les Américains. Ils étaient dans la carrière aussi, avec les blindés et les chars, et ils étaient de partout, là. C'est là où on s'en rend compte, c'était une sacrée armée, hein. Ils avaient des véhicules. Hein. Et de la ville même de Forbach, pendant la guerre, vous avez des souvenirs aussi? Non, moi de Forbach, pas tellement. De Forbach, j'ai pas tellement de souvenirs. Vous y allez pas? Parce que nous, c'était Marino. Je sais seulement qu'après la guerre, du temps de De Gaulle, tout de suite De Gaulle. Mon père était De Gaulle, moi j'étais De Gaulle. J'avais la... Le grand Charles. Encore aujourd'hui, le grand Charles. De Gaulle, c'était moi. Comme l'autre après. Comme pour beaucoup, à l'époque. Et puis, j'avais la truc Lorraine, le costume Lorraine. Et je vendais après la messe, le dimanche, la croix Lorraine. Elle était en bleu, la croix Lorraine. Même quand j'étais gamin, sur la place des fêtes, ça se faisait encore. J'en avais gardé deux longtemps, mais après avec les déménagements et avec des trucs, après ça a perdu. Tous les dimanches, moi j'étais à Forbach devant l'église et dans la ville, à tout le monde, on vendait les croix Lorraine. Parce que nous c'était Marino, on connaissait les gens de Forbach, on se voyait, on se disait bonjour, bonsoir, parce qu'il n'y avait que des gens de chez nous, il n'y avait pas, et à se voir tous les jours dans les magasins. Ouais. Mais autrement, nous, Forbach était à part comme ça. Ici, nous, c'était Marino. Il y avait pas mal de commerce. Juste pour dire, à Marino, et marche et tout, il y avait donc, là je commence par là où je travaillais, c'était une boulangerie-épicerie. Là en bas, il y avait le Willem, c'était une lettre du lait, du fromage et des œufs. En face, il y avait la librairie, le débit de tabac. Un peu plus bas, c'était Zensich, c'était une épicerie. Épicerie, oui. Zensich, Freddy, sa Mutter, sa Eltern, ils avaient ça. Et tout en bas, où habite là, que je t'ai montré maintenant, où tu montes chez Maxime, à côté de cette grande bâtisse là, où il y a le hangar à côté, c'était aussi un petit commerce. C'était Hector, 5 commerces, et ils marchaient tous. Hein. Ouais. Ils marchaient tous. Ici dans la rue, il y en avait aussi, là. Il n'y en avait pas. Il y en avait, là. Non, c'était là, la Aaron. Das war la Aaron. C'était une grande épicerie, c'était pas un petit truc. Boulangerie. Et il y avait un boulanger encore et une boucherie. J'allais oublier. Oui, la boucherie. En face des Bourges, là, la maison Bourges. Là, plus bas, là. Oui, en face des maisons Bourges, où habite la Anita Bourges, Martin Eltre. Il y avait une boucherie et une boulangerie. Et tout marchait. Oui, il y avait pas mal de commerce quand même après. Et tout marchait. Je suis Marino, c'était toujours pas Marino, c'était Marino. Il y avait déjà l'école ici, il y avait l'école des filles. Il y avait la maternelle, il y avait l'école des filles, et là c'était l'école des garçons. Et après la guerre, c'était mélangé, on était filles et garçons. Là en bas, c'était fermé parce qu'il y avait le tramway, c'était le dépôt du tramway. Les Allemands avaient tout pris, alors on était tous là, et parce qu'on n'était pas tellement de. Là, il y a les handicapés. Derrière le foyer. Là. Oui. Là, il y avait le hangar des trams. Ça, c'était le tram.
Et là-dedans aussi, il existe des photos là-dessus aussi. Hein, il y a des photos là-dedans aussi. Super. Là-dedans aussi. Hein. Il y a des trams. Il y avait des étangs ici, et puis les gens faisaient des barques sur les étangs. Là où il y a ces maisons-là en face. Là. Tout la vallée, là, c'était de l'eau jusqu'à Forbach. Là, c'était die Gartenwirtschaft. Oui. C'était là. Il y avait une terrasse, il y avait des cafés, terrasse, et il y avait pas une cure, il y avait un truc de bain-douche, là. Oui, c'était... Pâte marino. Pâte, ça vient de bain, marino, bain marino. C'était devant la maison de chez Francine, quand tu fais attention, c'est encore marqué en vieux allemand, mais c'est presque effacé, il faut savoir ce que c'était ça. Il reste encore des stigmates de la maison là-bas, où il y a encore en haut le Hubloff, le ça, cette photo, elle est là-dedans. Et la photo, elle est aussi, mais c'est juste en face, et il y avait l'arrêt du tram là. Tout ce que j'oublie, c'est là-dedans. C'est le tram. Oui, il y a la documentation. Il est super bien fait. Hein. Là, Maxime et sa cousine, ils ont bien travaillé là-dessus. Et la cité de Marino, du coup, vous l'avez vu sortir de terre alors? D'abord, le bloc La Cité a été d'abord construit pour les jeunes. Ici, je veux dire maintenant, ceux qui travaillent au tramway. Tout ça, au début, sont tous partis là-bas. Et des gens d'ici, c'était que des gens des alentours, là, ils habitent. C'était vraiment très, très bien. Après, les Italiens sont venus. C'était aussi, quand j'ai dit après, les Italiens sont venus pour la mine. On était bien ensemble. Il y avait, comment je veux dire, pas le quartier haut les mains, comme on veut dire. On se comprenait tous, les femmes se comprenaient tous, c'est tout. Mais c'est après, avec les années, après, et il y avait aussi les Algériens après qui sont venus, aussi par la mine. Les anciens, les vieux étaient bien, ils travaillaient, et les femmes aussi, ils s'intégraient. Mais c'était après la troisième génération qui est devenue terrible. Oui, ça. Et après, à fur et à mesure que ceux-là sont installés, la ville les a installés, les gens de chez nous sont partis. Après, le Wiesberg a été construit. Alors, ils sont partis de là, ils sont partis au Wiesberg. Est-ce que vous avez aussi peut-être des souvenirs sur la sortie de terre, par exemple, des chalets de Marino? Les chalets de Marino, c'est aussi, au chalet de Marino, j'ai ramassé du bois avec mes jambes. Ça, les chalets, c'est aussi la mine qui les a construits. D'accord. Il les a construits, il a fait venir des jeunes ingénieurs de Pas-de-Calais qui sont sortis de l'école des ingénieurs. Ah, donc c'était pour la mine, c'était la mine. Mais ceux-là, ils sont venus tout jeunes, comme tous les jeunes. Hein. Déjà, comme nous, on dit les Français, ils ne sont pas les Lorrains. Pas la même mentalité. Mon prof. Les jeunes femmes, certaines étaient mariées, et les gens de chez nous, alors c'était d'abord construit pour les ingénieurs. Oui. Hein? Et peut-être pour certains, les chefs Porion, c'était rare, c'était plutôt ça. Oui, c'était déjà pour les chefs après, nous, à Marino, on s'est mariés. Parce que ces jeunes femmes, dans le temps, c'était des jeunes femmes de 21, 22 ans, comme des jeunes mariés. Ils allaient au marché, ils allaient acheter, alors une était plus fière que l'autre. J'étais une fois au marché, derrière une. Ben nous, à Marino, on voyait ça comme ça passait pendant des mois, des semaines. J'arrive aussi au marché, il y avait une jeune, et je l'ai vue, je savais qu'elle habitait dans les chalets, c'est une jeune. Alors elle vient déjà, comme les jeunes. Et il y avait encore les paysans de Spicheren qui vendaient leurs œufs, encore leurs produits, et même dans le temps. Et ils avaient des œufs qui avaient déjà 2-3 œufs. C'était marqué, pas des œufs frais, des œufs, ça rien de 1 ou 2 jours. Ils étaient peut-être, je ne sais pas, dans le temps, les francs, on avait des centimes. Je veux dire maintenant peut-être 1 centime moins cher que les tout frais, là. Et là, les tout frais, c'était marqué des œufs frais du jour. Elle était là, elle regardait, et puis elles avaient aussi des légumes. Et moi, j'étais pressé, je voulais acheter des œufs, et je voulais aussi acheter des légumes. Bon, je commençais déjà, parce qu'elle regardait, elle faisait ses manières. Ça durait très longtemps. Alors, je me suis dit, celle-là, elle connaît rien, elle connaît rien. Tout à coup, elle commence. Alors, ça sentait tout. Elle a bien gardé ça. Elle a acheté 2 tomates, et elle a quand même acheté un cornichon entier. Elle ne voulait pas la moitié, d'accord. Tu sais, les grands concombres. Alors, elle voulait un entier, pas la moitié. Après, elle a dit, je veux 6 œufs frais et 2 œufs de là. Ceux-là, ils sont pour la bonne. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Quand j'ai entendu ça,
j'étais derrière. J'ai dit à la bonne femme, j'ai dit, mais vous me donnez, moi je suis bonne à tout faire, vous me donnez tout le reste vous donnez à madame. La pauvre bonne femme, elle était jeune, alors je ne pouvais pas me taire. C'était une femme d'ingénieur, ça. Mais oui, et surtout, j'ai dit, cette la bonne, c'était aussi une jeune, comme on disait dans Dinschmel, c'était une bonne comme nous tous quand on était jeunes. Mais elle faisait son sale boulot, elle faisait, juste de le dire, elle aurait pu se taire, elle aurait dit, donnez-moi 2 œufs d'ici, 2 œufs et puis basta. Non, ceux-là, ils sont pour la bonne. Ah, purée, j'avais ma livre jolie. Et c'était ça a commencé comme, et puis nous on le savait de Marine. C'est pour ça, le chalet on l'appelait ça Seeschmierviertel. Seeschmier, c'est en patois la confiture. Et le Viertel, c'est le quartier. Le quartier des confitures. Ça, c'était le Seeschmierviertel. Quand des anciens, il n'y en a plus tellement. C'était le Seeschmier. À la longue après, eux, ils sont à nouveau partis chez eux. Et puis après, il y a les Pourrions qui sont installés. Voilà, après, il y avait les Pourrions, les chefs Pourrions qui les chefs Pourrions et les Pourrions. Et puis après, il y a d'autres gens qui... C'était toujours des gens de la mine. Et puis après, la mine, tu pouvais acheter... Ils travaillaient sur Petite Rosselle et sur Marine ou au Puy, alors peut-être. Non, c'était c'était juste ce qui concernait la mine, ce qui concernait les ici au puits d'extraction de Marino et Petite Rosselle, alors la mine de Petite Rosselle. Et les bonnes femmes qui travaillaient à l'atelier ou au bureau, c'était la mine, tout ce qui concernait la mine. Et puis ils en bossent. Et puis moi j'avais une tante qui habitait là en bas, elle était veuve, on allait tous les soirs, on allait ramasser les bouts de bois, parce que c'était quand ils construisaient les chalets pour allumer le feu. C'était quelles années? Ça c'était après la guerre. Tout de suite après? Oui, c'était peut-être en 50. 50 alors? Oui, c'était des années 50. Après, quand tout est revenu dans l'ordre. Dans l'ordre, je crois que c'était ça a pas mal construit. De toute façon, vous verrez, c'est là-dedans. Voilà. Ça, c'était mes trucs à moi, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai... Voilà. Ah, ça devait être quelque chose quand même. C'était quelque chose. C'est pour ça que maintenant, dans le temps, quand il y a quelque chose de la guerre ou quand j'entends maintenant l'Ukraine ou une chose, des fois je me dis, mais ça c'est déjà pour moi un aperçu, mais pas aussi grave, on ne connaissait pas le nucléaire, pas aussi grave que moi, mais de la façon comme c'est fait. J'ai dit pour moi, ça me rappelle des souvenirs quand nous on était occupés par les Allemands. J'ai dit ça pour moi c'est des trucs de déjà vu, de déjà, seulement pas comme maintenant. C'est pour ça que je dis, je place ces pauvres gens. Je place ces pauvres gens. Je reviens de nouveau sur le chemin des moulins. Donc là-bas, il y avait quelques moulins. Et là, quand on remonte sur Forbach, il y a la rue du Moulin. Oui. Et avant d'arriver à la gendarmerie, là-bas, et à gauche, quand on regarde dans le fond, il y avait un moulin, là, une ferme moulin. Oui, la ferme, ça descend comme ça. Je me suis toujours demandé cette bâtisse-là, quelle histoire elle a. C'est un moulin, ça. C'est un moulin. C'est un moulin, une ferme moulin, là, en bas. Mais je ne connais pas plus. Je ne sais pas s'il l'a mentionné là-dedans. Je perds les noms, c'est la ferme. Et tout en face de la ferme, tout ça, c'était des champs de Marino, c'était tout appartenait à cette ferme-là. Tout là, il y a des maisons, jusqu'à la bifurcation. C'était tout ce et ça s'appelait Darba Mille, Darba Smil. Darbois, le moulin d'Arbois. C'est peut-être même là-dedans, je ne sais pas. Ça doit être. Et on y accède aussi par la rue des Jardins, de l'autre côté, mais quand ils ont fait la gendarmerie, je crois qu'ils ont fermé. Je ne sais pas, il y a un portail là, il y a le passage chaussée, où ils voulaient faire une route à un moment donné, je me rappelle, ils en ont parlé à la Réunion, alors il y avait des femmes de gendarmes, ils disant, ah non, nous on ne veut pas de voiture, passez à la cour ou jardin. Non, mais là, ça, c'est quand ils ont construit la gendarmerie. Mais c'est moi, ils ont seulement fermé juste avec un portail, pas un grand. Oui, à pied, tu pouvais toujours passer. Vélo, mobile, ça passait. Mais pas les voitures. C'est pas un passage. Pas les voitures, parce qu'ils ne voulaient pas que les voitures passent là-dedans. Parce que leurs enfants jouaient aussi là dans le secteur. D'accord. Du rond-point ici, quand vous sortez du rond-point jusqu'à la bifurcation, c'était que des champs et des prés. Que des champs et des prés. Il y avait juste deux maisons, mais à l'envers Forbach. Mais là, Darbois Mille, enfin, c'était ces champs. Darbois. Et tout ça, ça appartenait à eux. Ouais. C'était une grande ferme et un moulin.
d'Arbois, d'Arbasville. Moi, je suis descendu à pied, j'ai me baladé, puis je suis allé voir en bas, il y avait le moulin dans la cour, je suis remonté. Mais côté jardin, maintenant, ça fait un bout de temps que je n'ai plus regardé, est-ce que c'est ouvert ou fermé? Mais il y a encore du monde qui doit habiter là. Oui, je pense, c'est encore habité. La ferme n'existe plus, mais c'est une habitation maintenant, je crois. Encore quelques années après la guerre, et puis après, ça valait plus le coup, parce qu'après, ça, les grands moulins qui sont venus à la Langue, les moulins, il y en avait partout. Les moulins de Sarral, et tout ça, à la Langue. Quand le pays est devenu de nouveau à respirer, il y a du monde, alors ça valait plus le coup. Et les fils, les enfants, ils voulaient pas continuer, alors ça c'est... Et les parents venaient encore acheter du pain chez moi, la mère, elle venait encore acheter du pain chez moi. Là, quand je travaillais encore là, chez Musolique, là. Je venais encore acheter du pain. Et le fils aussi. Le fils était un gros pépère. On voyait que c'était un peu le fils gâté qui... Là, tu vois, moi j'habite là, David, tout de suite. Et après, il y avait la boulangerie. Tout de suite, oui. Elle est restée longtemps d'ailleurs, je crois, ici, cette boulangerie, non? Les Musoliques. Oui. Eux, ils ont tenu ça une paire d'années. Je crois que c'est dans les années 90 qu'ils ont arrêté. Oui. Moi, j'ai travaillé 25 ans là-bas jusqu'à ma retraite. Oui. À la fin, moi, quand j'ai arrivé en 2007, j'ai acheté, 2008, j'ai emménagé. Toi, tu étais. Je me demande si en 92, vous y travaillez encore. Oui. Non, j'ai arrêté à la rue, j'ai arrêté en 90. 90. Toi, tu ne travaillais plus. Non, il y avait l'autre des jeunes qui avaient repris. C'était fermé un bon bout de temps. Et puis après, il y a un jeune couple qui a pris, mais ils n'ont pas tenu le coup. Il faut savoir que dans le temps, ils tournaient bien le matin, ils faisaient beaucoup de casse-croûte pour les mineurs qui allaient au boulot et des entreprises, ils s'arrêtaient là. Je commençais à 5 heures. J'avais des casse-croûtes, ça allait comme ça. Moi, je disais toujours les bonhommes. C'était ma famille, je les connaissais tous. Elle avait des problèmes avec sa femme. Le lendemain, il venait chez moi. Madame Oswald, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, elle est partie, elle a foutu le camp. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Et pourquoi qu'elle est partie? Oui, mais... Alors après, comment c'est... Pour moi, je les connaissais depuis des années. Aussi, les jeunes, après, pareil. Ma femme, le lendemain, elle venait avec une boîte de pralinés. Ou 2 jours après. Alors, je leur donnais... Ils me voyaient comme une mère. Et pour moi, c'était je les connais tous. Aussi, les hommes, ils venaient... Et quand j'avais quand même déjà 50 ans passés, donc j'étais plus une jeune pour eux. C'était comme la mère, quand ils avaient un problème. Oh, Madame Oswald, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ça me faisait bon que je dis, tu fais quand même bien ton travail. Alors si tu viens, s'ils viennent comme ça, mais quand je suis parti à la retraite le matin à 5 heures, ils sont venus avec des boîtes de pralinés, avec des corbeilles de fleurs comme ça. Que eux, ils étaient jaloux, ils me parlaient pas, ils m'ont pas. J'étais 25 ans là-bas, même pas un au boire quand je suis parti. Même pas un au boire. Et après, quand je suis parti, les clients sont partis aussi. Encore quand j'avais l'année, c'est pas pour maintenant pour me lancer des fleurs, parce que je parle allemand et vous voyez, je parle à tout le monde. Dans un commerce, il faut parler. Et Emma Schweiler, j'ai connu, je suis né là-bas quand même à Emma Schweiler. Et puis il y a l'année là, cette année qui vient de passer là, le Kruva avait son anniversaire. Et il y avait beaucoup que je connaissais encore du temps quand j'étais jeune et de grands procès. Alors ils en parlaient, ils disaient, Pure, et t'as quand même tenu le camp là-bas. Mais ils ont tous dit, mais vous savez, si on est venu pour toi, parce que eux, ça, c'était pas des commerçants, on est venu pour toi. Forcément, je parlais déjà l'allemand et je parlais à tout le monde, je plaisantais, je savais m'adapter, je voyais que ça allait pas, donc je plaisantais pas, je l'embêtais pas, je le savais, et je connaissais avec qui que je pouvais le faire et avec qui je pouvais pas le faire. Alors, et puis après, ils ont fermé. Parce que lui, il avait mon âge. Mais lui, il faisait la tournée avec un bus, un minibus, ou je sais pas une estafette, on disait une estafette de ce genre-là. Il passait sous le porche, il allait derrière. Et puis elle avait un bus. Ça, elle était bien dehors. Vous savez, elle ne voyait pas, elle sortait pas de son bus. C'était la madame, elle n'avait pas besoin de parler. Elle allait au bourg et puis elle donnait aussi sur crédit à tout le monde. Après, elle avait des cahiers comme ça, elle rentrait plus ses sous. Partout, un peu comme ça. Il y avait des ardoises. Oui, il y avait des ardoises comme ça. Même au café, les bistrots, il y avait des ardoises. Les mineurs, quand ils étaient la paye, la première chose à faire avant de rentrer à la maison, c'était payer leurs dettes qu'ils ont laissées au bistrot. Dans le temps, les mineurs, c'était ça. Ils avaient leur paye, ils avaient des Abschlag.
Oui. Je ne sais pas comment on dit en oui, France. C'était payé en deux fois. Dans un mois, oui. Ils avaient leur paye et 15 jours après, ils avaient comme une avance. Comme un acompte. Comment ça s'appelle en allemand encore Das war der Abschlag. Der Lohn und der Abschlag. Wir haben gesagt, der Abschlag. Oui, c'était comme un acompte. Oui, c'est comme un acompte. Alors, et tous les mineurs avaient un carnet, mais ils ne dépassaient pas, ils savaient. Mais les femmes allaient payer quand c'était la paye, la vraie paye. Les bonnes femmes allaient parce qu'il y avait des petits commerces, il y avait des petits trucs, c'était pour les mineurs. Les magasins de mineurs, il n'y a que les mineurs qui achetaient là-dedans. Sa mère et tout ça. Et quand il y avait la paye, ils allaient payer. Ils ne laissaient pas. Il y en a comme partout. Qui n'ont jamais payé, mais oui. Des comme ça, on en a partout. Hein. Ouais, partout, il y avait les mines, il y avait les sa-mères. C'est pour ça qu'on disait toujours, après la guerre, qui pouvaient parler en vacances les premiers, c'était les mineurs. Oui. Parce que quand ils rentraient, même s'ils dépensaient toute leur... Ils avaient tout. Quand ils en rentraient, war der Abschlag da, où la paye était là. Donc ils pouvaient aller chez le médecin pour rien. Ils avaient tout, que nous, on a dû payer. Ils ont pu se permettre ça. Okay? Ils avaient beaucoup d'avantages au niveau des houillères. Ils avaient beaucoup d'avantages. Oui, mon père était mineur. Son père était mineur. Il y avait le charbon. Mais avant qu'il y avait même l'électricité à l'œil, il y avait l'eau. Oui, les cadeaux tous les ans, là. Ça, c'était bien ça. Les vacances, les camps de vacances, tout ça. Colonie de vacances. Moi j'étais 4 fois en colonie de vacances. J'étais à Virieu, à Cannes, Naboca, Pornichet et à Thiétry. J'étais 4 fois. Ceux qui ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas se le permettre. Hein. S'ils n'avaient pas une bonne paye, un ouvrier ne pouvait pas se le permettre. Tout l'été, on avait 2 mois et demi de vacances, presque 3 mois. Hein. Et moi, ma maman, elle est originaire de Frêche-Fulère, du Bas-Rhin, là-bas, Wörth, derrière Nidda-Brunneval. Et puis elle est venue travailler, là. Ça m'a fait penser à elle tout à l'heure quand tu as dit que la femme de ménage, là, chez l'ingénieur. Ma maman, elle a fait ça en arrivant. En 1950, je suis en 52. Et elle a encore une sœur qui vit encore à Hambourg. Chez nous, toutes les filles ont travaillé. Chez nous, c'était pas je vais pas travailler. Il n'y avait pas de travail dans les villages à l'époque, à moins de marier un paysan. C'est tout ce qu'il y avait. Frêche-Fulère, 600 habitants, et tu avais au moins 6 ou 7 ou 8 paysans au village. Tu avais 2 boulangeries, tu avais 4 ou 5 bistrots, cafés. Aujourd'hui, plus rien. Pourquoi toutes ces filles ils sont tous partis à Paris, hein? Ou à Paris. Ils sont tous partis pour femmes de ménage, pour elles. Ils sont tous ici aussi, sont tous ceux qui n'avaient pas les moyens ou à la maison, ça dépendait des parents. C'est pour ça qu'ils sont tous partis à Paris. Il y avait du boulot à l'époque, des 30 glorieuses. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés, et il y en a qui sont revenus pour se marier. Allez, le samedi, t'emmenais à Merlebac, acheter peut-être une paire de chaussures ou un truc, mais il y avait un monde fou à Merlebac. Tous les magasins étaient ouverts. Chez nous tu te marchais sous les pieds, il y avait tellement de monde, il y avait le samedi à Merlebac. Je te dis, c'était l'Amérique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. À part les banques, à part le début de tabac. Comme j'ai vu maintenant. Les assurances et tout ce que tu as. Et j'ai vu maintenant, comme à Noël, juste pour dire un petit truc entre des gens. Tu n'as plus le sentiment. Dans le temps, tu avais une joie de l'avant, Noël, l'avant. Tu étais content de faire des biscuits. Tu étais déjà dans cette ambiance. La maison sentait les biscuits, les oranges et tout ça. Maintenant, ces dernières années, surtout, il n'y a plus rien. On décorait, on le faisait avec plaisir. On attendait Noël avec impatience. Et maintenant, tout part. Déjà, les jeunes jouent à ma petite fille. Elle a maintenant 34. Émilie, elle a eu 34 ans. Elle est déjà plus comme moi. Elle a appris à la maison. Mais elle dit, mais pourquoi le faire? Il n'y a plus rien. Tout est cher. Tu veux acheter quelque chose. Ils ont aussi acheté une maison. Tout est cher. Elle a dit, c'est plus comme j'étais à la maison. Elle a dit, et comme toi, tu as connu. Elle a dit tout ça. Je vois déjà ça. Et je pense que c'est partout pareil. Hein. Et nous, à l'époque, on a tous connu le jardin. Et tout ce que tu vois dans le monde, tu n'as plus envie. Hein. Tu vois, dans la jeunesse, il y avait encore les processions ici dans la rue et tout. Il y avait il y a aussi des photos là-dedans de la procession. Les dessus, vous alliez dans la rue d'Emma-Schweiler. C'était Frohleichnam, c'était la fête Dieu. 2 jours de suite. Oui, 2 jours d'affilée. Là, on était devant l'altar, on faisait des altars et puis on était encore gentils. Alors, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait 4 églises ici. Il y en avait une qui était côté gauche aussi, il y avait Tramway.
de ce côté-là. Non, ça, il n'y avait qu'une église catholique. Il y avait qu'une. J'étais en face du tramway. Après, il y avait la baraque. Il y avait la baraque. Après, la construction. La protestante, c'était celle à Forbach, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de protestants. Oui, ça, c'est il n'y avait pas, à Marino, il n'y avait pas beaucoup de protestants. Bon, je ne sais pas si j'ai pu vous aider, je vous ai dit ce que je me rappelle encore. C'est trop bien. C'est trop bien. Parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir surtout la vie qu'il y avait avant à Forbach et comment qu'elle est devenue après. Quand tu vois toutes les catastrophes, déjà les catastrophes naturelles et les guerres, quand tu penses à ces gens, tu n'as plus envie de quelque chose. Hein. C'est malheureux et ça devient de pire en pire. Oui. Enfin, moi j'ai passé le cap. Hein. Pour moi, il n'y a plus grand chose qui peut m'arriver. Au lieu de tomber par terre, j'espère que je suis plein jusqu'ici, comme ça je ne le sens pas.